Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier, faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors on est toujours dans la saison 7 du podcast, une saison que j'ai voulu prospective, si tant est que le podcast ne soit pas déjà prospectif, puisque des personnes écoutent encore, et à juste titre, la première interview qui a 6 ans. Et ben oui, parce qu'on est en avril, et en fait, je réalise en vous parlant, non, on est même en mai maintenant, et je réalise donc en vous parlant que le podcast, 6 ans. Vous voyez, le temps file tellement vite. Et donc, cette première interview était prospective parce qu'elle est toujours complètement d'actualité. Mais là, on va parler d'intelligence artificielle, on en a parlé, on va en parler encore, des soft skills, de parcours collaborateur, de mode de travail, de management, de leadership forcément. On va balayer tous ces sujets avec des professionnels DRH, des auteurs et des dirigeants. Et j'ai la chance pour cette saison d'avoir un partenaire de choix, 365 talents. Un partenaire visionnaire dans la spécialité et le monde des compétences. Plus qu'un outil, ils offrent un mix de technologies de pointe, de conseils stratégiques et de gestion de projets RH pour redéfinir la façon dont vous, entreprise, identifiez, entretenez, exploitez, faites grandir les talents au sein de votre entreprise. Et en partenariat avec leurs clients, ils construisent des organisations basées sur les compétences et contribuent ainsi à créer un monde du travail plus transparent, plus inclusif, plus tourné vers l'avenir, où chaque individu a le pouvoir de façonner son parcours professionnel. Et vous savez combien c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc je suis ravie de les avoir ici. Donc aujourd'hui, nous allons... c'est l'épisode 4. Alors l'épisode 4, on va parler de la posture du manager. Je ne vous apprends pas combien l'évolution de la posture du manager, elle est clé pour accompagner toutes les évolutions dont on parle ici. Les évolutions de la relation au travail dont on a parlé la semaine dernière, si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à l'écouter, à propos du Work Relationship Index. On était avec le DRH d'HP France et Danielle Linhart, qui est une sociologue. L'évolution de la relation au travail aussi, du fait des technologies, que ça soit l'hybride, que ça soit l'IA, et de plein d'autres choses. La quête de sens, le besoin de reconnaissance, le développement des compétences techniques et comportementales dont on parlait il y a pour le coup 3 épisodes. Voilà, plein de choses, plein d'enjeux pour lesquels la posture du manager va être fondamentale. Donc j'avais envie de traiter ce sujet avec des personnes avec qui ont un regard très pointu, très expérimenté sur le sujet. Et alors qui de mieux que l'équipe qui pilote le programme 1000 managers au sein d'une des branches de la Banque Postale. C'est une équipe que j'ai eu la chance de rencontrer puisque un de ses précédents pilotes était auditeur du podcast, est toujours auditeur, mais il ne s'occupe plus de ça maintenant. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer l'équipe, et donc je suis ravie de vous proposer cet échange aujourd'hui. Donc bien sûr, ils vont se présenter. On va parler de l'objectif initial de ce programme 1000 managers et de comment est-ce qu'il a évolué au fil des années, comment est-ce qu'ils ont vu évoluer le manager aussi, et quelles sont les compétences clés d'un manager aujourd'hui. Manager coach, manager leader, vous allez voir qu'on débat. De quoi parle-t-on ? Ça va être intéressant de voir ça. Bien sûr qu'on parle, j'en parlais tout à l'heure, de l'impact des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle sur le rôle du manager et comment ça peut se traduire dans la pratique quotidienne. On va parler de l'importance de s'entraider entre pairs. Vous savez aussi que ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. On va parler de la question de la charge mentale, de l'isolement ressenti par les managers. On va parler des irritants des managers et comment est-ce que ce programme 1000 managers se propose d'y répondre. Donc ça, vous allez pouvoir trouver
énormément de pistes d'action. On va finir sur les actions à mener pour soutenir les managers dans leur évolution au sein de l'organisation. Donc, un épisode très concret sur une pratique, l'évolution, les résultats, plein de tips pour vous à collecter. Je vous souhaite un bon épisode et une bonne écoute. Alors, bonjour Isabelle, bonjour Cédric, bonjour Sylvie, bonjour Barbara. Je vais vous proposer de vous présenter pour commencer. Donc bonjour, nous sommes l'équipe projet du programme Lean Manager, donc composée de Cédric, Isabelle et Sylvie et moi-même. Et nous sommes le programme Lean Manager, donc c'est un programme de transformation managériale d'une branche opérationnelle de la Banque Postale, qui est composé aussi de 1000 managers. L'enjeu de notre programme est d'aider nos managers à passer d'une posture de command and control vers une posture de manager facilitateur. Et l'enjeu du programme était et est toujours, c'est de changer durablement avec une grande bienveillance la posture des managers qui étaient jusque-là valorisés pour leur expertise, ceci pour développer l'innovation, l'autonomie et l'engagement des collaborateurs. Notre choix était de faire un programme de transformation managériale pour et par les managers. Donc des volontaires s'autodéterminent sur leurs besoins autour de thèmes comme l'autonomie, les nouvelles formes de reconnaissance, manager autrement. Puis dans le cadre de chantier, ces besoins sont transformés en livrables prototypes et sont expérimentés sur le terrain, améliorés et proposés à la validation d'une gouvernance qui est légère et réactive. En plus des livrables créés par les managers, la petite équipe projet que nous formons met à disposition des outils d'animation, généralement construits avec les managers opérationnels. Le programme est donc multiforme pour que chacun puise dedans ce qui aura un impact sur lui, comme par exemple des formations, des ateliers entre pairs, des capsules de développement personnel, du coaching, du tutorat, des webinaires, des jeux, des inspirations et des partages de bonnes pratiques. D'accord. Et il a combien de temps ce programme ? Il date de 7 ans. 7 ans maintenant. Et il a été créé pourquoi au départ ? L'enjeu, c'était vraiment de passer d'une posture très command and control, comme le disait Barbara, vers une posture de manager, coach, facilitateur qui était vraiment devenue indispensable par rapport aux enjeux de transformation qu'avait notre branche à faire. En fait, on s'était vraiment rendu compte que les managers étaient désarmés lors de précédentes transformations et qu'il était vraiment nécessaire de articuler les choses autour d'eux déjà, dans un premier temps. Et ça a vraiment été un pari gagnant. Maintenant, avec 7 ans d'expérience, on peut le dire, c'est vraiment quelque chose qui a bien fonctionné. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire être manager aujourd'hui ? Peut-être qu'est-ce que ça voulait dire il y a 7 ans ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Et puis, ce que ça voudra dire demain ? Eh bien, écoute, en tout cas, Delphine, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, c'est un rôle très différent d'avant. On vient de se dire, le manager auparavant, c'était celui ou celle qu'on appelait le chef. C'était vraiment ça, avec justement une posture très descendante de command and control, comme vient de le dire Isabelle. C'était le pilote, l'organisateur, le contrôleur, et franchement, avec une dimension humaine pas toujours présente. On entendait souvent de lui et on attendait vraiment qu'il ait de l'expertise. Il était vraiment assimilé aussi au sachant, au-delà du chef. Et aujourd'hui, ce qu'on attend d'un manager, c'est vraiment plus une posture de chef d'orchestre, de coach ou de facilitateur qui arrive justement à composer avec toutes les personnes de son équipe, qui met en musique leurs compétences, leur savoir-faire, leur savoir-être et les pousser eux-mêmes à composer leur propre partition, à innover, à collaborer et être autonome vers la performance. On pourrait même parler, j'ai envie de dire, de prédisposition de départ pour être manager aujourd'hui, vraiment. Parce que quand on est manager, aujourd'hui, on gère avant tout de l'humain. Et donc, j'ai envie de dire qu'il faut aimer les gens si on veut être manager aujourd'hui. Il faut vouloir les accompagner dans les transformations constantes de nos entreprises, ce qui veut dire avoir de la confiance, de l'exemplarité, de l'engagement collectif, et sans oublier, très important, le bien-être au travail et la reconnaissance. Alors, juste, je voudrais faire un point, Sylvie. On parle là de prédisposition. C'est-à-dire qu'en fait, autrefois, on était promu manager, c'est vrai, beaucoup sur le plan de notre expertise technique. Oui. Et qu'on reconnaît maintenant qu'il faut quand même une envie de gérer de l'humain. Exactement, c'est ça.
Mais d'ailleurs, c'est ce qui fait que certains. Alors, est-ce que les gens ont encore envie de gérer de l'humain? Est-ce que le rôle de manager, il fait encore envie? Ah oui, Delphine, en effet, ce rôle fait toujours envie, tout autant qu'il peut faire peur. Et ce, essentiellement pour les mêmes raisons. Il fait envie car persiste une notion de pouvoir au sens noble du terme. Le pouvoir de décision pour sortir du statut d'exécutant, le pouvoir d'autonomie et surtout le pouvoir d'agir pour les autres, tu viens d'en parler, puisque c'est une fonction humaine. Développer les autres étant certainement la plus belle des compétences de la fonction. Ouais, mais pourtant, quand je discute avec des recruteurs, ils me disent qu'ils n'y arrivent plus, que les gens veulent pas être manager. Alors effectivement, ce qui peut faire peur également, c'est la diversité du métier. Alors elle est attirante, bien sûr, mais les journées sont denses et elles sont rythmées par des tâches qui sont tout aussi diverses qu'enrichissantes. D'accord. Mais alors, et maintenant, si on revient au manager versus leader. Alors déjà, vous savez que moi, je parle beaucoup de leadership, hein, que c'est ma thématique de travail principale, la thématique de mes conférences, mais vous, qu'est-ce que vous mettez? Voilà, j'ai ma propre vision de ce qu'est un manager et ce qu'est un leader, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la vôtre, là. Quelle est votre vision des choses? Comment vous différenciez un manager d'un leader? Première chose. Et deux, est-ce que les managers ont besoin de développer leur posture de leadership? En fait, moi, dans le mot leader, bon, il y a le côté positif, hein, effectivement, quand tu parles de leadership, c'est-à-dire cette capacité à montrer le chemin. Enfin, pour moi, c'est ça, ça veut dire ça, donner le sens, d'enthousiasmer l'équipe, en fait. Mais en même temps, enfin, c'est pas un mot qu'on utilise, nous, dans le programme, parce que justement, ça peut aussi, enfin, je trouve que ça connote une notion de personne qui sait bien parler, qui en impose, qui va embrigader les foules un peu, tu vois, d'autres connotations peut-être historiques. Et ouais, comme si on s'attendait aussi à ce que cette personne, par ses qualités personnelles exemplaires, elle arrive à faire tout ça comme un peu comme un magicien. Et en fait, ce en quoi on croit, nous, et qu'on voit, c'est plutôt la notion de coach, dans le sens où ce dont on a besoin, c'est un manager plutôt, qui aide les collaborateurs à grandir, d'où cette posture de coach, mais aussi parce que le monde est devenu tellement complexe, c'est quelqu'un qui va savoir s'appuyer sur les compétences de chaque personne de l'équipe pour en faire une équipe autonome. En fait, l'équipe, elle sera performante, elle fonctionnera parce qu'on s'appuiera sur les compétences de chacun. Et il doit aider, en fait, comme le disait tout à l'heure Sylvie et Cédric, il doit savoir identifier chacun, ses points forts, ses appétences qu'il peut apporter au groupe. D'ailleurs, que ce soit des qualités personnelles ou techniques, hein, ou vraiment métier, pour avoir voilà la meilleure partition. Et donc on parle plutôt de manager facilitateur. Et facilitateur aussi dans le sens où il doit lui trouver, enfin aider l'équipe en termes de ressources, lui faciliter justement ce bon fonctionnement. Donc tu vois, moi je préfère parler de manager, enfin nous on préfère parler de manager de façon générale par rapport à leader, parce que en fait aussi leader ça implique une notion de perfection. En tout cas, voilà, ça pourrait connoter ça. Et justement, c'est le problème. Hein. Nos managers, tu parlais de souffrance tout à l'heure, c'est vrai qu'avant, pas mal arrivaient à être parfaits. Parce que le monde était assez stable, était beaucoup plus simple que maintenant. Maintenant, ça n'est plus possible. Ça tue les managers de ne pas accepter l'imperfection. C'est plus possible. On va plutôt savoir. Il faut plutôt chercher des personnes qui sachent gérer l'imperfection, le discernement en fait. En fait, il faut savoir déterminer ce qui est urgent, important, malgré l'afflux de sollicitations, et cette capacité de discernement, de priorisation, de savoir dire bah ça, je choisis de ne pas le faire pour mon équipe. Ça va être vraiment une vraie qualité qu'on va rechercher et qu'on recherche déjà, mais je pense que ça va s'amplifier. Donc c'est aussi une capacité en tant que personne à savoir bien se connaître, s'accepter tel qu'on est, avec toutes ces imperfections, ces angles morts, et pourquoi pas avoir cette humilité de savoir les communiquer à l'équipe pour qu'elle en tienne compte
et en fait que voilà, l'équipe tout entière, manager et équipe, puisse bien fonctionner et être parfait ensemble. Ouais. Bah, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, j'entends bien ton point, puisque comment dire, la définition du leadership, il y a pas mal d'incompréhension. Et dans ce que tu mets dans le leader, on voit le leader charismatique, c'est pas du tout ça mon sujet. Et en fait, tout ce que tu as décrit du manager facilitateur est exactement ce que je mets moi derrière la posture du leadership. Et qui n'a certainement pas ce devoir de perfection, bien au contraire, puisqu'il y a ce côté aussi, c'est une équation entre compétence et vulnérabilité. Il y a ce côté aussi savoir reconnaître. Et il y a bien cette mission de faire grandir les équipes, etc. Donc je pense qu'on est assez alignés. Ah, par contre, ce que tu dis extrêmement important, c'est que il y a encore une compréhension du leadership qui est très aussi la compréhension qu'on avait dans le temps du management, c'est-à-dire le leader charismatique, le dirigeant, c'est Obama, c'est Nelson Mandela, sauf qu'en fait non, voilà. Et du coup, ce qui provoque chez des personnes d'ailleurs, est-ce que vraiment j'ai du leadership? Ben oui, en fait, tout le monde en a, et c'est beaucoup plus notre capacité à se mettre au service, à identifier un impact. Et moi, je le différencie en disant que le manager, c'est un rôle, et le leader, c'est la posture que j'ai dans ce rôle, en fait. Et c'est le choix de ma posture. C'est-à-dire que le manager, j'ai un cadre. Tu vois, j'imagine que chez vous, il y a un cadre. On est manager. Voilà, il y a des pratiques à avoir, il y a une charte, il y a des choses, il y a une politique managériale. Et après, c'est la posture que je choisis d'avoir pour mettre à profit mes singularités, qu'elles soient mes qualités, mes compétences et mes vulnérabilités, dans ce cadre-là, en fait. Mais effectivement, je rejoins, mais du coup, j'ai envie de vous envoyer encore plus loin. Non, parce qu'on voit beaucoup le spectre de l'intelligence artificielle, des technologies qui évoluent, etc. Et vous, qui êtes quand même au cœur du réacteur, comment vous voyez le rôle du manager à 5 ou 10 ans dans le futur? Je vous demande pas d'avoir une vérité, mais quelle serait votre vision? Écoute, je vais reprendre le sujet. C'est un peu en lien justement ce que disait Isabelle là sur les dernières minutes. Le vrai sujet aujourd'hui déjà, et qui va être de plus en plus vrai, c'est la charge mentale. Par rapport justement à toutes les sollicitations qu'on peut avoir avec le développement des outils et de l'intelligence artificielle. Déjà aujourd'hui, on le ressent et on le sait, il est primordial de savoir vraiment avoir du temps pour soi, prendre soin de soi, déconnecter, parce que on a tendance à rester le soir à travailler, et parce que on veut être justement parfait, par exemple. Et je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir ce regard sur soi pour reconnaître ses propres difficultés, justement ses propres vulnérabilités, demander de l'aide si on a besoin, c'est très important aussi. Et c'est loin finalement de ce qu'on pense d'un manager qui aujourd'hui a plutôt des drivers soit forts, soit parfaits. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on prenne ce virage, parce que justement la sursollicitation, l'hyperconnexion et l'ultra justement réactivité derrière sont vraiment exacerbées par ces nouvelles technologies. Donc il faut vraiment anticiper pour mieux s'y préparer. Et Barbara, je te donne la parole sur l'IA pour savoir comment on pourrait se décharger avec l'intelligence artificielle et se recentrer sur sa propre valeur humaine et la valeur humaine de son équipe. En effet, Sylvie, tout l'art de l'utilisation des nouvelles technologies, c'est bien d'utiliser celles qui nous permettent de nous soulager et de nous décharger des tâches les moins valorisantes, et surtout de garder l'ADN même du manager, qui sont les relations en fait humaines avec ses équipes. Mais pas que, il y a aussi avec son écosystème de plus en plus grandissant, grâce aux différents outils de communication. Aussi, il faut faire face à cette diversité d'acteurs humains, une force de partage, de connexion et d'apprentissage en utilisant la technologie pour les tâches les moins sympas, comme les tableaux de bord, les comptes rendus également, la planification qui, si les données sont correctes, l'IA peut nous aider et nous aidera à la prise de bonnes décisions, et elle pourra nous interpréter certains signaux et aussi nous aider à réagir de la bonne manière. De plus, l'IA nous épaulera plus. Le manager pourra donc se concentrer sur l'humain, encourager le collaboratif, l'innovation de tous au profit de l'entreprise. Par exemple, nous, à la Banque Postale, on expérimente l'intelligence artificielle avec un logiciel qui s'appelle Copilot,
qui permet en fait de générer des supports grâce à l'IA en rédigeant des prompts permettant de créer par exemple des PowerPoint, de rédiger des comptes rendus et également de réaliser par exemple des graphiques sur Excel pour une meilleure visualisation. Ok. Et est-ce que dans le monde futur, le rôle du manager aura toujours un sens? Vous savez, souvent on le questionne, on l'a questionné avec l'entreprise libérée. Bon, moi j'ai quand même des exemples. Pierre Ventras, que j'ai interviewé sur le podcast, qui a libéré son entreprise il y a déjà très longtemps. Il y a toujours des managers et ils ont un rôle fondamental. Mais on voit qu'il est régulièrement mis sur la sellette, ce rôle. Est-ce que pour vous, il aura toujours un sens d'ici 5-10 ans? Oui, tout à fait. Le manager et son rôle, le rôle du manager, pardon, aura toujours un sens. En lien avec ce qui vient d'être dit par Barbara, on le comprend d'ailleurs. Si le manager se positionne bien, on l'a vu tout à l'heure, comme coach et facilitateur, tel un chef d'orchestre, voilà, ce n'est pas lui qui joue de l'instrument, mais son rôle est capital, essentiel pour l'harmonie de l'équipe. Le manager qui saura s'appuyer sur les évolutions digitales, Barbara en a parlé, sur le travail hybride, sur l'intelligence artificielle, pourra du coup choisir plutôt que de subir et remplira alors une des priorités de la fonction, c'est-à-dire être modélisant, inspirant, rassurant. Oui, donc je reviens au sujet, mais en fait, on est vraiment sur sa posture de leader, de lâcher toute la partie sachant, toute la partie effectivement gestion au premier sens du terme en fait, qui est gestion. Bien sûr qu'il y a un management, il y a une gestion d'équipe au sens la faire grandir, mais vraiment oui, qui prennent ce rôle que tu appelais Isabelle de facilitateur aussi effectivement. Et comment concrètement aujourd'hui vous permettez au sein donc de la Banque Postale dans ce programme 1000 managers à ces managers de travailler là-dessus, parce que c'est quand même parfois un peu vertigineux. C'est-à-dire que on nous a demandé quand même pendant très longtemps d'être le sachant, d'être, vous disiez, soit fort, soit voilà, c'est quand même ce qui nous est demandé. On a encore peu d'acceptation, le droit à l'erreur n'est pas toujours évident. Comment est-ce que vous les accompagnez? Comment est-ce que vous les rassurez? Comment est-ce que vous les voyez évoluer dans cet accompagnement? Alors effectivement, c'est un changement de posture et donc il s'agit de s'y préparer. Et ce que ça implique aujourd'hui, donc c'est déjà une prise de hauteur, une prise de recul pour le manager, de façon à ce qu'il puisse s'occuper de lui, être prêt à affronter les tempêtes. On a parlé de charge mentale tout à l'heure, accepter l'imperfection pour sortir du cadre du sachant dont tu viens de parler. On va d'ailleurs ouvrir un chantier sur ce sujet. On va demander aux managers de quoi ils ont besoin, les bonnes pratiques, les difficultés, et on veut vraiment faire un sujet capital dans l'entreprise de cette notion de charge mentale. Nous faisons des webinaires, des ateliers sur le sujet pour casser les tabous, pour trouver des solutions ensemble et être prêt à poser sur la table tout ce qui peut irriter aujourd'hui, exprimer les difficultés librement, solliciter des feedbacks de son équipe, ce qui est également un beau levier, et des vrais feedbacks sincères, pas des feedbacks fantômes ou manipulateurs. Ouais. Et quels sont les irritants? Alors, c'est quoi les irritants qui vous remontent? Donc les irritants sont essentiellement liés à la gestion du temps et au manque de temps, essentiellement, mais aussi à toutes les composantes du métier de manager qui ne sont pas du management à proprement parler, c'est-à-dire tout ce qui va être technique, ce qui va arriver en support. Il faut déjà bien évidemment qu'on commence par tout ce qui est organisation pour gérer la charge mentale dont on parlait, et définir notamment les priorités et savoir dire non. Ça, c'est vraiment une clé, de pouvoir refuser certaines sollicitations pour mieux se concentrer évidemment sur d'autres et s'adapter également aux différentes générations. C'est également un sujet qu'on traitera cette année, l'intergénérationnel, puisqu'on sait que c'est un véritable levier de performance et qu'il faut l'intégrer pour ne plus fonctionner comme précédemment. Comment vous allez le traiter, l'intergénérationnel? Alors on va le traiter comme on traite tous les sujets avec l'équipe et le programme 1000 managers, c'est-à-dire en mode chantier. On convie des contributeurs qui sont des managers terrain et qui souhaitent participer à cette thématique. Et donc à raison d'une rencontre tous les 15 jours, on met sur la table tout ce qu'on a autour de cette problématique, c'est-à-dire déjà l'existant, un échange de bonnes pratiques, mais également toutes les sources et toutes les idées d'inspiration qui pourront nous permettre ensuite de diffuser à tous nos managers des clés de compréhension sur cet élément-là. Sur cet élément d'interaction. Et du coup, ça comprend aussi la thématique de la seniorité, effectivement. Peut-être pour finir, un petit tour de table de chacun.
Si pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'aider leur manager à évoluer, à faire évoluer leur posture, qu'on l'appelle facilitateur ou leader, s'il y avait une chose à faire, quel serait votre conseil? Une seule chose à faire. Alors, moi, j'ai envie de dire que, comme tout à l'heure, tu nous demandais ce que ça implique aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire une chose qui est très importante, et j'en ai touché 2 mots tout à l'heure, c'est l'exemplarité. Il faut vraiment que nos grands patrons au-dessus, et c'est bien le message en tout cas que passe notre nouveau président aujourd'hui, donc ça nous va bien. C'est le fait de valoriser tout ce qui peut être simplifié, tout ce qu'on peut prioriser pour ne pas gaspiller notre temps et notre énergie, puisqu'on en gaspille beaucoup. Faut arrêter de valoriser le présentéisme à outrance, l'omniprésence dans tous les comités, la réunionnité aiguë, alors là j'en parle pas. Et actuellement, on fait des ateliers. Déjà depuis un petit moment, l'année dernière, on a commencé autour notamment du management visuel et du management hybride, puisque ce sont les outils d'aujourd'hui aussi. Et on commence par la gestion de l'infobésité. On essaie de trouver des meilleures façons de fonctionner ensemble en équipe, de partager notre cadre, notre règle de vie, et surtout de rendre efficiente la communication justement à travers tous ces outils digitaux. Et naturellement, on a commencé nos ateliers par notre comité de direction et on le continue en cascade avec les équipes qui vont aller jusqu'au terrain. La démarche est déjà lancée. Ok. Donc ça, c'est une première idée. Qui veut prendre la parole pour suivre? Isabelle. Alors, moi, j'enchaînerai pour dire que il faut être cohérent aussi. Et donc, pour valoriser le métier de manager pour ce qu'il est, comme on l'a bien abordé aujourd'hui, c'est le temps qu'il passe avec ses collaborateurs. On a dit c'est important, c'est la valeur ajoutée qu'il peut avoir pour se distinguer justement de ce que pourra faire l'intelligence artificielle. Eh bien, nous, c'est ce qu'on fait. La première chose que l'on mesure dans les autodiagnostics que nous faisons, c'est de valoriser, de mesurer ce temps passé déjà. Et donc, c'est un indicateur que nous suivons. Et on a pas mal progressé. D'ailleurs, cette année, là, on le fait tous les 6 mois, on va avoir une nouvelle mesure. Et après, il faut aussi que ce temps passé, il faut il soit porteur de sens. Hein. C'est pas boire le thé. C'est pour installer la confiance, faire progresser la personne, apprendre d'elle. Et nous, tu le disais tout à l'heure, il y a un cadre. Et c'est important, en fait, qu'il y ait un cadre. Comme, je dirais, pour un musicien, pour pouvoir improviser, il faut hyper maîtriser ses gammes et sa technique, mais c'est un peu pareil. Et nous, on appelle ça, donc ce sont des rendez-vous individuels et collectifs qu'on a mis sous l'égide de référentiel managérial et en fait, qui ont tous un lien entre eux. On appelle ça la conversation continue. Et en fait, c'est primordial que la majorité du temps d'un manager, il soit sur cette conversation continue avec les collaborateurs. Donc, effectivement, trouver un dispositif, mettre en place quelque chose qui pour le manager, va lui permettre aussi de faire passer en priorité cette notion-là, ouais. Pour instaurer la confiance, pour être... Et quand on dit pour s'occuper des équipes, c'est pas pour les gérer sur un tableau Excel, hein, c'est pour avoir voilà. Non, mais parce que c'était ce qui était attendu des managers au départ. Oui, tout à fait. Gérer ce qu'on appelle des FTE, des full-time equivalent, enfin... Ouais, ETP, on dit chez nous. ETP, voilà, des formations anglo-saxonnes, mais voilà, des ETP, donc équivalent temps plein, donc c'est important c'est un switch. Cédric, Barbara, qui veut continuer? Oui, Cédric? j'ai rien à ajouter. Il n'y aurait pas un autre truc à donner, à proposer? Ça peut être quelque chose de très simple. C'est pour. Je pense que c'est important qu'on aide les managers aussi. Et Cédric le fait très bien parce qu'il est par ailleurs coach interne. Et je pense que c'est important qu'il y ait une structure d'aide. Donc nous, on le fait bien avec le programme. Je ne sais pas si tu veux développer ce point, Cédric. Disons que ce qui est un des fléaux pour les managers, même si dans notre entreprise, ils travaillent souvent en open space, c'est ce qui est assez paradoxal, c'est l'isolement. Pourquoi cet isolement? C'est parce que on a parfois peur
de dire qu'on est dans la difficulté parce qu'on a l'impression de renvoyer une image de mauvais manager ou de ne pas être à la hauteur de son travail et on a peur un peu des retombées. Alors qu'en définitive, effectivement, Isabelle vient de le dire, c'est la notion d'aide qui prévaut et ça, on sait faire dans l'entreprise. Du travail collaboratif, du partage de bonnes pratiques, s'appuyer sur des collègues, puisqu'encore une fois en open space on a cette chance-là d'avoir les collègues sous la main, et puis je dirais surtout d'avoir une forme de franchise, notamment vis-à-vis des collaborateurs. Le manager n'est pas doté de super pouvoirs. Il tient sa fonction et donc il n'existe que si ses collaborateurs le soutiennent. Ça va dans les deux sens. Ouais, exactement. Mais ça fait écho, ce que vous dites fait écho ce matin. Une manager que je connais pour le coup postait sur LinkedIn et disait qu'il y a que c'était un rôle difficile et qu'il manquait parfois des espaces de dialogue. Et vous parlez de la solitude. Et je pense que il y a le fait d'avoir un soutien, il y a le fait d'avoir du dialogue. C'est vrai que moi j'ai tendance aussi à encourager beaucoup les managers à travailler avec des pairs. Alors en plus on est dans des organisations quand même complexes où souvent nos équipes travaillent avec plusieurs managers en fait. Et donc assumer aussi le fait qu'on n'est pas forcément au rendez-vous sur tout et que nos pairs vont pouvoir aider sur des sujets sur lesquels on n'est pas forcément au top. Donc à la fois cette notion d'entraide qui me paraît vachement importante dans ce que vous disiez, mais aussi d'endroits de parole où on peut partager des choses. Barbara, peut-être un élément pour compléter? Je pense que tout a été dit. Après, il faut aussi ne pas hésiter à se former et à être curieux de ce que font aussi les autres entreprises et à se renseigner et s'aider entre soi. Je pense qu'on peut tous apporter quelque chose et même les managers de s'entourer d'autres pairs pour se former et pour accroître leurs compétences. Ouais. Ça peut être aussi très intéressant. Oui, perdre dans l'entreprise et perdre dans d'autres entreprises éventuellement aussi. Ça, c'est très important ce que dit Barbara. On est vraiment organisé autour de ça, nous, dans le programme. En fait, on a un réseau de référents, parce qu'on est présent sur 23 sites. Donc, on a un réseau de référents. C'est une fonctionnalité. C'est là aussi des managers volontaires qui relaient en fait tout ce que l'on peut faire, nous, mais aussi qui nous donne en fait le feedback de ressenti, des besoins du terrain. Et en fait, effectivement, on a des structures codev, par exemple, co-développement, des ateliers entre pairs pour pouvoir incarner cette entraide entre nous et de s'inspirer les uns les autres. Les uns des autres, ouais. Et je crois que le mot de la fin par rapport à tout ça, parce que tout ce qu'on présente est assez ambitieux, c'est aussi d'avoir beaucoup d'accepter que c'est un chemin, d'accepter que c'est pas du jour au lendemain, d'accepter aussi, on en parlait juste avant l'enregistrement, moi je vois beaucoup de jugements des managers, donc d'accepter aussi qu'il y en a plein qui essayent, qui se trompent, et qu'on n'y arrive jamais du premier coup, accepter que tout le monde n'essaye pas parce que c'est une posture de prise de risque, et donc encourager ceux qui essayent pour montrer le chemin à ceux qui pour l'instant n'osent pas. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de la part de toutes les personnes qui accompagnent les managers, tout comme les managers eux-mêmes, d'essayer de pas être dans une posture de jugement. Delphine, moi j'ai envie de te dire que souvent ce qu'on entend, c'est que j'ai pas la crédibilité d'être manager. Mais je crois qu'on a oublié qu'on n'est pas manager. Oui. on le devient. Et même je pense quand on est déjà manager, avec justement tout ce qui évolue autour de nos entreprises, on est sans cesse en fait en train de renaître en tant que manager, puisque on apprend tous les jours et on évolue tous les jours. Ouais. Et le manager d'hier, il est obligé de réapprendre pour être manager aujourd'hui. Ouais. Donc, il faut aussi peut-être enlever un peu ce clivage-là. C'est très juste. Puis de toute façon, en tant qu'individu aussi tout court, hein, on évolue tout le temps. Enfin, d'ailleurs, si on n'évolue plus, c'est un peu dommage. Donc, merci en tout cas d'avoir partagé tous vos 4 regards, votre expertise de ce que vous faites dans votre équipe de 1000 managers. Merci à tous. Avec plaisir. Merci Delphine. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose.
Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.